Bonjour, je suis Christophe Brett, psychogériatre et thérapeute familial. Je vais aujourd'hui vous parler des fondamentaux de la communication humaine. Plus exactement, des 5 concepts que l'on retrouve dans toute interaction, disons pour faire simple, entre deux personnes. C'est fondamental à connaître en thérapie systémique, où l'on s'intéresse essentiellement à la relation. Premier concept, qui est un axiome, on ne peut pas ne pas communiquer. Mais qu'est-ce à dire? Vous avez cru que j'étais en train de dormir. C'est ce que je voulais vous communiquer. Même quand on ne fait rien, on communique. Le silence est communication. On ne peut pas ne pas communiquer. Axiome numéro 2, il y a 2 modes de communication. Digital et analogique. My tailor is rich and I'm very happy. Le digital, c'est le verbal. C'est riche et précis, mais on peut faire dire n'importe quoi à son smartphone. On ment avec les mots. L'analogique, c'est tout ce qui est non verbal. Ce sont les gestes. Ce sont aussi les mimiques du visage, la tonalité de la voix, et puis le regard. Le systémicien qui travaille en face à face avec plusieurs personnes est particulièrement attentif à cet aspect analogique de la communication. C'est souvent plus authentique que le verbal pour capter l'essentiel. Axiome numéro 3, il y a 2 niveaux de communication. C'est ce que Gregory Bateson appelait l'indice et l'ordre. Prenons une bonne bouteille de vin. Elle a un contenu, c'est le vin. Et un contenant, c'est la bouteille en elle-même. Avec sa forme, son étiquette, où est inscrit son appellation, son millésime, etc. Ici, un Bordeaux. Le vin, c'est l'indice, la bouteille, l'ordre. Dit autrement, tout message a un contenu. C'est ce qui est exprimé à la fois de façon digitale et analogique. Mais l'émetteur du message va lui donner une forme particulière pour indiquer au récepteur comment il doit décoder le message. Un contenu similaire, ou à peu près, peut prendre des formes très différentes, ce qui va changer sensiblement la signification du message en lui-même. Bon, vous n'avez pas compris. Imaginons 2 enfants qui se battent à coups de polochon dans une chambre. Comment, moi, observateur extérieur, dois-je interpréter cette scène? L'indice, le contenu, ce sont les coups de polochon. Imaginons que les enfants se poursuivent en rigolant aux éclats. L'ordre, la forme de leur message, va clairement dans le sens du jeu. Et eux font en sorte, en se battant, de maintenir cet ordre pour éviter le dérapage. On ne se tape pas trop fort, on fait semblant et on se marre. Ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Imaginons maintenant que les coups deviennent plus forts et que la douleur apparaisse. L'indice, le contenu, ne change pas. Il se donne toujours des coups de polochon. Mais l'ordre n'est plus le même. Le jeu se transforme en bagarre. Les coups s'accélèrent et on ne rigole plus. Les pleurs ne vont pas tarder. Et un adulte va sans doute devoir faire la police. Ainsi finissent souvent les batailles de polochon. Les systémiciens s'intéressent beaucoup plus à l'ordre, donc à la forme, c'est-à-dire à ce qu'ils nomment le processus, qu'au contenu des messages. C'est intéressant le contenu, mais ça ne suffit pas. Tout au long d'une séance de thérapie, il faut être particulièrement attentif à ce niveau de communication.
On parle aussi de niveau méta. C'est l'ordre, le processus qui donne le sens de ce qui se passe. Et c'est son propre processus, sa posture, que le thérapeute doit maîtriser. On n'est jamais trop de deux pour capter tout ce qui se joue, indice et ordre. On nomme cela la cothérapie. Axiome numéro 4, il y a deux structures de la communication, la symétrie et la complémentarité. La symétrie est fondée sur l'égalité. Les deux protagonistes vont se situer au même niveau. La complémentarité, elle, est fondée sur la différence. Un protagoniste va occuper la position haute et l'autre la position basse. Voyons ce que cela donne en pratique. Je veux que tu ranges ta chambre là. Hein. Oui, mais tu me lâches, je suis occupé là. Tu dis toujours ça et tu fais jamais rien. Mais ça va, j'ai plus 8 ans, laisse-moi tranquille. Tu te comportes pas comme un adulte là. Hein. Tu dis ça parce que je range pas ma chambre, tu fais jamais rien, toi, tu ranges jamais rien non plus. Et tu me parles pas comme ça, hein. Je suis ton père. Hein. Oui, mais moi je suis majeur, c'est bon. Je veux que tu ranges ta chambre. Oui, 2 minutes, j'ai déjà commencé, je finis un truc là. T'es en train de faire tes devoirs là? Ouais. Tu te souviens de ce que je te demandais hier? Oui, tu m'as dit de faire une machine, de tondre la pelouse et d'appeler mamie, non? Mais tu sais que je fais toujours ce que tu dis, hein. Oui, c'est vrai, t'es vraiment un bon fils. Hein. Peut-être un peu trop obéissant, non? Bon, c'est pour de faux, on est en train de tourner un film. La relation symétrique, si elle persiste, risque de déboucher sur le conflit. Et si personne ne veut céder, ce conflit peut se poursuivre à l'infini, voire même aller jusqu'au point de non-retour. Ce sera le cas si chaque protagoniste veut absolument avoir le dessus, ne pas céder, ne pas perdre la face. C'est la surenchère. En référence à la mythologie grecque, Mara Selvini, célèbre systémicienne italienne, parlait d'hubris, de démesure. La relation complémentaire peut paraître plus saine en apparence. Mais une complémentarité trop stricte va entraîner une délimitation des territoires où chacun possède son domaine de compétence et devient illégitime dans celui de l'autre. Dans un couple, c'est l'homme qui sort la poubelle et la femme qui lave le linge, n'est-ce pas? Comme si l'inverse n'était pas possible. La complémentarité peut devenir une différence qui exclut. On retrouve ici la dialectique du maître et de l'esclave, chère à Hegel. Le maître devient esclave de son esclave. Il ne peut plus s'en passer. Et ce dernier, s'il recouvrait la liberté, serait incapable d'accéder à l'autonomie. Quand un tel mécanisme se met en place dans un couple et que l'un des deux vient à disparaître, l'autre ne s'en remet jamais. Un drame humain que j'observe parfois, hélas, dans mon métier de gériatre. Si toute structure relationnelle est soit symétrique, soit complémentaire, qu'est-ce qui va dès lors caractériser une relation saine? Un mélange des deux, peut-être. Dans un couple, certainement. C'est surtout une question de souplesse. C'est quand une relation devient rigide, qu'elle soit symétrique ou complémentaire, que la souffrance, voire même la pathologie, va émerger. L'art du systémicien consiste à assouplir ces structures relationnelles trop rigides. C'est quand il n'y a pas assez de place pour le bien vivre que la crise apparaît. Il faut ouvrir l'espace, se donner de l'oxygène. Axiome numéro 5. La ponctuation de la séquence des faits détermine la nature de la relation. C'est sans doute le point le plus difficile à expliquer. Je vais tâcher de le faire, mais pour cela, commençons par regarder une vidéo. Les Français ont aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. La stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS. Et puis le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings. L'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, monsieur Macron. Voilà, c'est bien. Je trouve que c'est
utile. On a vu les choix que vous avez faits dans ce second tour, des choix qui sont des choix cyniques, d'utilisation d'arguments de campagne qui sont honteux et qui révèlent peut-être la froideur du banquier d'affaires que vous n'avez probablement jamais cessé d'être. Et vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré, ouvert. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Alors, vous allez continuer votre logorée, puisque c'est ce que vous faites à longueur de rassemblements et autres. La question qui est posée aujourd'hui à nos concitoyens, c'est de savoir s'ils veulent l'esprit de défaite que vous portez. Parce que ce que vous portez, c'est l'esprit de défaite. Mon propos n'est pas de parler de politique. Un systémicien ne se place pas dans le registre de l'opinion. Tous ceux qui l'ont regardé ont encore en tête cet épouvantable débat d'entre-deux tours qui a opposé Madame Le Pen et Monsieur Macron. De son point de vue, chacun des protagonistes de la relation, au moment où l'interaction se produisait, devait penser qu'il avait raison d'agir ainsi qu'il le faisait. On sait que le tirage au sort a désigné Madame Le Pen pour déclencher les hostilités. Monsieur Macron aura beau jeu de dire qu'il n'a fait que réagir à ce qu'elle venait de dire. Ses propos ont provoqué en retour une réplique de sa concurrente, puis de la sienne, et ainsi de suite, à l'infini. Chacun ponctue la séquence des faits de son point de vue. Et que font les téléspectateurs? La même chose. Je ne parle pas des supporters de chaque camp, qui vont naturellement être de mauvaise foi et défendre envers et contre tout leur poulain. Un téléspectateur neutre pourrait très bien ponctuer en disant que c'est Madame Le Pen qui a commencé et que l'autre n'a fait que répondre à ses attaques. Un autre, qui arriverait au milieu du débat, pourrait juger que ce monsieur Macron est bien arrogant et que Madame Le Pen a bien raison de se défendre contre ces accusations. Tout est question de point de vue. La ponctuation de la séquence des faits a quelque chose d'arbitraire, car on ne sort jamais de l'autoréférence. Dans la circularité des échanges, chaque participant tend à définir la relation selon son point de vue. Il faut l'émergence d'un point de vue partagé pour qu'un équilibre, un accord, puisse s'établir. Le conflit, c'est un cycle redondant qui se répète, donnant par exemple lieu à des scènes de ménage, durant lequel les protagonistes ponctuent différemment chaque séquence. Je me comporte ainsi parce que tu m'y obliges, mais pas du tout. Je ne fais que réagir à tes provocations. Un dialogue de sourds. Le systémicien connaît bien ce mécanisme. Il ne peut pas sortir lui-même de l'autoréférence. Et va, à son tour, quand il a une famille qui se chamaille devant lui, en séance, ponctuer la séquence des faits, dans sa tête. Il s'abstiendra de juger et de distribuer les raisons et les torts. Des exceptions existent, mais ce n'est pas mon propos. Il lui est en revanche utile d'entendre, de comprendre chaque point de vue. Et il faut prendre le temps d'analyser les séquences décrites. Le systémicien met en œuvre une technique qui se nomme le questionnement circulaire, ce qui lui permettra de faire émerger les boucles redondantes, dysfonctionnelles, qui entretiennent éventuellement le problème et sur lesquelles il va tenter d'agir. Voilà, ainsi se termine cette présentation des 5 concepts fondamentaux de la communication. C'est la célèbre école de Palo Alto qui en a révélé la portée et les applications dans le domaine des thérapies dites systémiques. Un conseil de lecture pour finir, une logique de la communication de Václavic, un chef-d'œuvre dans le domaine qui nous concerne et l'un des livres les plus importants en sciences humaines du XXe siècle.